Bonjour à tous, nous revenons cette semaine au cœur des thématiques de la chaîne Terrabellum, à savoir parler de géostratégie, géopolitique et d'économie. Un certain nombre d'auteurs, tels que Jacques Sapir, ont participé à théoriser la notion de démondialisation. Ce fut même une thématique clé de la campagne présidentielle de 2022, autour d'un clivage mondialiste contre nationaliste. Mais qu'en est-il réellement et comment en sommes-nous arrivés là? Ces vidéos avec le conflit ukrainien n'ont pas la faveur du saint algorithme de YouTube, donc si cela vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Pour répondre à la question, nous devons considérer les origines du climat économique mondial actuel. La pandémie a peut-être révélé et même aggravé certaines tendances déjà en cours, mais les problèmes ont commencé avant la crise financière mondiale de 2008, qui a annoncé des changements fondamentaux. Plus particulièrement, elle a bouleversé l'ordre économique dominé par les États-Unis, établi à Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont toujours le pays le plus dominant, bien sûr, mais le monde est décidément plus multipolaire qu'il ne le fut. Entre autres choses, Bretton Woods a permis aux États-Unis d'établir le dollar américain comme monnaie mondiale, tandis que le plan Marshall américain a fourni les investissements nécessaires pour reconstruire les grandes puissances européennes. Il a facilité la mondialisation basée sur le libre-échange à une échelle sans précédent, la marine américaine sécurisant les routes commerciales mondiales. Il a créé un système dans lequel tout le monde était lié à un marché mondial qui, en théorie, décourageait les systèmes impériaux traditionnels et empêcherait ainsi une autre guerre mondiale. Il était en partie responsable de la conduite de la guerre froide et en partie responsable de sa fin. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis étaient la seule hyperpuissance restante au monde, le garant d'un gouvernement mondial qui soutenait la libre circulation des échanges. Depuis lors, d'autres pays ont regagné le pouvoir économique, militaire et politique, alors même que les États-Unis ont perdu ou cédé une partie des siens. En bref, d'autres nations, institutions financières et sociétés ont joué un rôle plus important dans la gestion de l'économie mondiale. Les marchés financiers se sont donc développés si rapidement et de manière si indépendante que ni les États-Unis ni aucun autre État ne pouvaient les contrôler comme ils le pouvaient dans la seconde moitié du XXe siècle. Les échanges sur le marché dit secondaire, où les droits sur les actifs et les garanties sur les transactions étaient achetés et vendus, comme s'ils étaient eux-mêmes des marchandises, sont devenus si fluides et si abstraits qu'ils ont créé la bulle qui a éclaté en 2008. Les citoyens du monde entier ont perdu confiance dans leurs institutions financières, ainsi que dans les gouvernements qui prétendent les protéger. Beaucoup de ces mêmes citoyens ont commencé à embrasser le nationalisme politique et économique, mais tout aussi important, ils ont commencé à chercher des systèmes alternatifs fonctionnant parallèlement à ceux établis. C'est le début des crypto-monnaies. La viabilité des crypto-assets est encore une question ouverte, mais le fait qu'ils aient été adoptés comme ils l'ont fait illustre d'une perte de confiance dans les institutions traditionnelles. Ainsi, aujourd'hui, avec des chaînes d'approvisionnement perturbées, avec des crypto-monnaies qui gagnent du terrain et avec un monde qui s'est toujours pas complètement remis de la crise de 2008, les dirigeants du monde entier ont du mal à concocter un dosage politique approprié. Couplé au fait que les gouvernements du monde entier conçoivent des moyens de rendre leur économie nationale plus résiliente, cela change la façon dont les gouvernements utilisent le levier économique pour poursuivre leurs intérêts. Le problème auquel les gouvernements et les banques centrales sont actuellement confrontés semble être un problème d'inadaptation. Si nous regardons que l'inflation, nous devrions savoir que les banques centrales considèrent ce que l'on appelle l'inflation sous-jacente comme le moteur de la politique monétaire. L'inflation sous-jacente exclut les facteurs à court terme susceptibles d'influer sur les prix, ce qui signifie qu'elle exclut les prix de l'énergie et des denrées alimentaires. L'idée est que la politique monétaire ne peut pas les contrôler et que les fluctuations de prix finiront par être corrigées. Cela conduit les décideurs politiques à considérer l'inflation comme transitoire lorsque les consommateurs paient des prix plus élevés pour l'alimentation et l'énergie. Les consommateurs, pour leur part, ne sont pas aussi optimistes. En d'autres termes, ils pensent que l'inflation sera plus élevée que ne le pensent les économistes de la Banque centrale et tous deux participent donc au marché et l'influence. Tandis que les institutions financières et les entreprises placent également leurs propres paris, en fonction de la façon dont ils voient les décideurs politiques et les consommateurs agir sur le marché. Le problème est que bon nombre de leurs actions sont divergentes car l'écart entre les deux s'est creusé au fil du temps. C'est un point complexe mais évident. La volonté politique de coopérer pour résoudre les problèmes financiers, comme cela s'est produit après la crise financière de 2008, a été mise à l'épreuve par les problèmes socio-économiques individuels, déclenchant un effet domino dans lequel le nationalisme politique et économique a augmenté, en particulier en Europe. La pandémie a encore compliqué les choses. Les autorités centrales sont interpellées par la population sur à peu près tout, des campagnes de vaccination aux mesures de confinement. Il a créé un défi environnemental, de la résistance et du scepticisme. C'est pourquoi les États se sentent obligés de fournir un sentiment de protection, ou, dans certains cas, de protectionnisme.
Ce qui nous amène au problème en question. Depuis les jours grisants de la mondialisation implacable des années 1990, les investissements directs étrangers semblent être le seul moyen privilégié pour les pays de tirer parti économiquement de leurs intérêts géopolitiques. Plus un pays était en mesure de contrôler les flux et les destinations des investissements, plus il était facile de nouer des liens politiques avec divers pays et régions. La Chine, par exemple, a utilisé cette stratégie avec beaucoup de succès en Afrique et en Europe. Petite mise en bouche, nous reviendrons d'ailleurs sur la stratégie de la Chine dans le prochain numéro de la revue Terabellum, à paraître en septembre, donc restez attentifs. Mais alors que la mondialisation se dilue et que nous entrons dans une ère de démondialisation, les pays doivent d'abord apprendre à mieux comprendre leurs marchés intérieurs, puis, en fonction de leurs besoins internes spécifiques, poursuivre leurs intérêts à l'international. En fait, la Chine a été en mesure de comprendre cela et donc de contrôler son marché intérieur mieux que quiconque. C'est beaucoup plus facile à faire dans les économies centralisées et les non-démocraties bien évidemment. Ces tactiques à cet égard sont révélatrices. Il n'était pas pressé de mettre fin au verrouillage dans des ports stratégiques comme Tianjin et Ningbo où des mesures sont toujours en place et il a également signalé qu'il pourrait interdire les exportations d'énergie et de ressources minérales clés. Le 26 janvier, la Chine et la Corée du Sud ont convenu de se notifier si l'une ou l'autre interdirait ces exportations. Cela survient après que la Chine a interrompu ses exportations en novembre, ce qui a entraîné une perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Pékin l'a fait pour sécuriser son marché intérieur, en particulier son industrie des semi-conducteurs, qui est essentiel pour maintenir un levier économique à l'échelle internationale. Une autre chose de tirer parti de la capacité économique à des fins géopolitiques est d'influencer, sinon de contrôler complètement les flux de matières premières et d'énergie. C'est la tactique préférée de la Russie. Moscou a utilisé cette arme, mais seulement lorsqu'elle en avait les moyens. Les prix élevés du pétrole et du gaz coïncident généralement avec des interventions militaires à l'étranger, comme en Afghanistan en 1979 et 1980 et en Géorgie en 2008. Les rumeurs abondent selon lesquelles une baisse des prix du gaz était la seule chose qui a épargné l'Ukraine d'une invasion russe complète après la prise de la Crimée en 2014. Il est important de noter que le prix élevé de l'énergie rend sans doute la Russie à l'épreuve des sanctions pour le moment. Plus abstraitement, alors que les pays naviguent dans la nouvelle économie mondiale, essayant de garder leur population heureuse tout en poursuivant leurs intérêts à l'étranger, ils doivent avoir une meilleure compréhension des marchés financiers et du rôle qu'ils jouent dans ces marchés. Les autorités centrales ont la tâche difficile de surveiller pratiquement toute l'activité du marché tout en étant en mesure d'en réglementer que très peu. Jouer un rôle plus systématique se traduit généralement par la capacité pour un pays de trouver des moyens de lever des capitaux à des coûts d'emprunt inférieurs et ainsi d'acquérir une plus grande capacité à influer sur les coûts d'emprunt des autres pays. Dans le système financier actuel, où le marché dépasse les politiques et leurs effets, une telle tâche devient encore plus difficile que d'habitude. Ce qui est clair, c'est qu'à mesure que l'économie mondiale change, les stratégies gouvernementales de gestion des marchés financiers et des produits de base changeront également. Cela entraînera probablement des mesures protectionnistes, mais comme les chaînes d'approvisionnement sont tellement intégrées et numérisées, le protectionnisme sera probablement coordonné au moins au niveau régional, voire mondial.